Je me trouvais seule, les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais au milieu de toutes ces inconnues et de leurs fastueux baluchons. Je m'habillai. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations, et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte noire qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livrée à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le derbe, imitant le pas cadencé des chevaux. Je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Parfois, je voulais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais les doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisible. Elle me fascinait. Je sentais toute mon impuissance y en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Les doubles de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre. Mais ils habitaient des recoins cachés de mon imaginaire, de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison, avec des commentaires détaillés ou abondés, les traits pittoresques et les anecdotes. Elle mimait les gestes de telle Shrifa, connue dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'elle n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses, mères des calamités qui escroquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain-mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantait un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant une semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines de dispute et des phases multiples.
On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages, chacun avec sa silhouette particulière, ses difformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes, de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin débordante d'enthousiasme, elle ne manquait jamais le soir de trouver quelque motif de querelle ou de pleurs. Mon père rentrait toujours tard. Il nous trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois, un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. Ainsi, en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire la lessive un lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. De bonne heure, elle occupait le patio, l'encombrait d'orgues, de bois, de bidons qui servaient de lessiveuse, de seaux pour le rinçage et de paquets de linge sale. À peine vêtue d'un serwal et d'un vieux cafetan déchiré, elle s'affairait autour d'un feu improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne, pestait contre le bois qui donnait plus de fumée que de chaleur, accusait les marchands de savon noir de l'avoir escroqué et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions. Le patio ne suffisait pas à son activité. Elle grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes, les soutenait à l'aide de perches de mûrier, redescendait brasser les nuages de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédiait à l'école avec, pour vêtements, une simple chemise, ce madjellaba. Le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre rance, accompagné de 3 olives. Notre chambre même perdait son visage habituel. Les matelas gisaient là, sans couverture. Les coussins n'avaient plus d'enveloppe et la fenêtre semblait nue, sans son rideau semé de fleurettes rouges. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée et sentant le soleil, la déployait sur ses genoux, la regardait par transparence, la pliait, les manches à l'intérieur avec application, presque avec gravité. Parfois, elle faisait une reprise. Elle n'aimait guère la couture et moi-même, je préférais la voir tirer sur ses cadres ou tourner son rouet. L'aiguille, instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de mollesse. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. Nous étions fascis par accident, mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Elle osa même soutenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. « Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver. Des papiers gardés précieusement par l'imam de mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien, fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied, crottée et pouilleuse, une lécheuse de plat qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythes, qui sent l'écurie et brée comme un âne. Que dis-tu?
je crains ton mari. Qu'il vienne, je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de nobles origines. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes ardes. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce.